On est toujours ensemble sur France 24. Bienvenue si vous nous rejoignez. On va plus loin aujourd'hui avec Sophia Amara, grand reporter. Bonjour Sophia. Bonjour. Merci de nous faire l'amitié d'être parmi nous aujourd'hui face à Antoine Mariotti, chroniqueur international à France 24. Bonjour Antoine. Bonjour Raphaël. Bonjour. Au sommaire, on redoute plusieurs centaines de morts dans un hôpital à Gaza après un raid de l'aviation israélienne. Le Hamas évoque jusqu'à un demi-millier de victimes. Joe Biden lui se rendra demain au Proche-Orient. Visite surprise annoncée en début de journée alors qu'on l'apprenait aussi. 2000 soldats américains sont placés en état d'alerte en vue d'un potentiel déploiement. C'est tout de suite, on va plus loin. Et c'est peut-être le bombardement le plus meurtrier depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas. Un hôpital de la ville de Gaza a été touché par une frappe israélienne. On fait le point à Jérusalem avec Claire Duhamel pour France 24. Il pourrait y avoir des centaines de morts, Claire. Le premier bilan du ministère de la Santé du Hamas faisait état de 200 à 300 morts, mais désormais plusieurs sources parlent de 500 morts. On reçoit des vidéos terribles. Cet hôpital, il est actuellement utilisé par au moins 4000 personnes selon l'agence de l'ONU pour les réfugiés. Il se trouve en plein cœur de la ville de Gaza City. Il s'appelle l'hôpital Ali Arab. Et puis, pour l'instant, l'armée israélienne n'a pas confirmé cette information selon laquelle cet hôpital a été ciblé. Cette nouvelle attaque contre cette zone où il y a beaucoup de civils, elle va augmenter considérablement le bilan. On parlait avant cette frappe de 3000 morts côté gazaoui. Cela porterait donc le bilan à potentiellement 3500 personnes. À l'heure actuelle, les manifestations en solidarité sont organisées en Cisjordanie. Et demain, eh bien, vraisemblablement, il faudra aussi regarder ce qui se passe du côté de la Cisjordanie occupée. Et puis, on le disait, cela fait 11 jours que ce conflit dure, que Gaza est dans un état de siège total. L'ONU et les associations humanitaires alertent sur une crise humanitaire gravissime déjà en cours. L'UNRWA, l'agence pour les réfugiés, a alerté aujourd'hui sur le fait que la dernière usine fonctionnelle de désalinisation de l'eau a été fermée dans la journée. Mes contacts sur place me disent que approvisionner leur famille en eau, c'est devenu leur priorité absolue. Et puis, toujours selon les Nations Unies, eh bien, les hôpitaux de Gaza ne pourront plus tenir plus de 24 heures dans leurs réserves en carburant. Voilà, et une attaque qui fait déjà beaucoup réagir, puisque Mahmoud Abbas décrète un deuil national en Cisjordanie où il évoque un massacre. L'Égypte également dénonce dans les termes les plus forts cette attaque israélienne. Et le Canada, lui aussi, la condamne. Il évoque une attaque inacceptable contre un hôpital, Sophia Amara. Cela pourrait, là aussi, changer la donne pour l'opinion publique internationale qui observe ce conflit, et notamment des pays qui, jusque-là, ont fait preuve d'une relative modération envers Israël. Oui, tout à fait. Dans toutes les guerres qui ont visé Gaza, ou en tout cas qui ont opposé le Hamas à Israël, Israël savait toujours qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Parce que justement, ce genre de bavure... Alors, il y aura peut-être une enquête et on saura les véritables pourquoi est-ce que les véritables raisons. Mais toujours est-il que déjà ce matin, le personnel soignant à Gaza expliquait qu'il n'avait plus que quelques heures à fonctionner en tant qu'hôpital, cet hôpital justement. Et tout d'un coup, on le bombarde et on fait des centaines de morts. C'est vraiment un problème, d'autant que Biden arrive demain, notamment pour négocier de faire rentrer des aliments, de l'eau et des couvertures. Or là, on fait un carnage sur un hôpital qui, en plus, ne fonctionne quasiment plus. C'est vraiment un problème. Ça risque peut-être de retarder l'offensive, mais l'offensive terrestre, au final, aura lieu. Ça, c'est certain. Pas de nature à remettre en cause l'offensive, nous dit Sophia Amara, même si, là, très clairement, en termes d'image pour Israël, ça va poser un réel problème. En plus, bien sûr, du désastre humanitaire, puisqu'on évoque entre 200 et potentiellement 500 morts si l'on en croit le Hamas. Alors le ministère de la Santé de Gaza, donc du Hamas concrètement, dit qu'il y a plus de 500 morts désormais. Et puis, en plus, pour compléter ce que disait Sophia, il faut bien comprendre que les hôpitaux en ce moment même dans la bande de Gaza ce ne sont pas uniquement des blessés. C'est-à-dire toute la population à qui, je le rappelle, on a demandé de fuir le tiers nord de la bande de Gaza, c'est-à-dire grosso modo la moitié de la population, 1 million. Ils se réfugient dans des écoles de l'UNRWA quand ils peuvent, l'UNRWA qui est l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens,
ou surtout dans les hôpitaux. L'hôpital Shifa, le plus connu, est complètement envahi dans les couloirs, sur le parking, etc. Les gens essayent de dormir sur place parce qu'ils se disent que c'est là où il y aura le moins de chances d'avoir des bombardements. Et les premières vidéos qui... Vous connaissez tous les deux le terme, parce que je précise que vous avez été correspondant de France 24 à Jérusalem, et vous, évidemment, avez sillonné la région très largement. Et je suis rentrée avec Arafat à Gaza quand il a fait son retour historique en 94, et je les connais par cœur. Le problème, c'est que justement, les Occidentaux sont exercent un balai diplomatique pour essayer de montrer qu'en tout cas, on s'occupe de l'humanitaire, on apporte à manger, mais pour qu'il n'y ait pas une déflagration au niveau régional. Et arrive une bavure comme ça, on en saura les conditions plus tard. Et évidemment, ça pose un véritable problème. Et les premières vidéos qui nous arrivent, que l'on ne diffusera pas parce qu'elles sont horribles, montrent quand même des dizaines et des dizaines de cadavres, même si évidemment il est trop tôt pour pouvoir indépendamment vérifier les lieux, etc. Il faut être extrêmement prudent, mais c'est un désastre. Et non, pour revenir du coup à la question qui était la vôtre, Raphaël, ça ne remettra pas forcément en cause une intervention terrestre. On voit bien que d'une part, c'est pas la première fois, si bavure qu'il y a une bavure du côté de l'armée israélienne et des civils qui sont fortement touchés. On parlait quand même de 3000 morts jusqu'à présent, ça montrait jusqu'à presque 3500 si c'était confirmé. Ils ont des objectifs qu'ils veulent atteindre. La seule chose, c'est qu'il faut savoir quels sont les véritables objectifs. Parce que pour l'instant, les dirigeants israéliens font des promesses qu'ils savent pertinemment qu'ils ne pourront pas tenir. Exterminer, éradiquer entièrement le Hamas n'est tout simplement pas tenable. Et je vous rappelle qu'ils avaient fait la même promesse pour l'aile militaire du Hezbollah en 2006, en tuant Nasrallah, etc. Nasrallah qui fait des discours aujourd'hui. Son aspect militaire qui n'a jamais été aussi fort et renforcé. Plein de fois, on nous a dit que le Hamas allait être fortement détruit, et ce n'est pas le cas, et ce ne sera pas le cas, je veux bien prendre les paris, parce que c'est tout simplement techniquement impossible, et encore moins si on s'attaque à l'idéologie. Alors dans ce contexte, que vont faire les États-Unis au Proche-Orient? Retarder, voire même ajourner une offensive terrestre tout en permettant à l'aide humanitaire d'entrer à Gaza, ou bien au contraire conforter leur allié israélien? C'est toute la question au soir de cette journée où on a appris tout à la fois la venue surprise de Joe Biden demain dans la région et la mise en alerte de 2000 soldats américains en vue d'un potentiel déploiement. Florence Gaillard nous en dit plus en images. Lors d'une visioconférence avec les familles d'otages israéliens, Joe Biden promet de ne pas les abandonner. Alors que son secrétaire d'État, Anthony Blinken, est déjà dans la région pour activer les leviers de la diplomatie, c'est désormais le président américain lui-même qui est attendu ce mercredi à Tel Aviv. Objectif, éviter une catastrophe irrémédiable à Gaza. Ce qui s'est passé à Gaza, à mon avis, c'est que le Hamas et ses éléments extrémistes ne représentent pas l'ensemble du peuple palestinien. Et je pense que ce serait une erreur pour Israël d'occuper à nouveau Gaza. Mais il est nécessaire d'y aller et d'éliminer les extrémistes. Le Hezbollah au nord et le Hamas au sud. Depuis 2020, Washington est parvenu à faire reconnaître l'État d'Israël par la plupart des pays arabes, du Maroc jusqu'aux Émirats arabes unis. Et même si ces succès diplomatiques sont à mettre au crédit de son prédécesseur Donald Trump, Joe Biden comptait bien creuser ce sillon de dialogue et de paix dans la région. Mais l'attaque du Hamas et la riposte israélienne sur Gaza pourraient bien chambouler ce fragile équilibre. Un équilibre que Joe Biden va tenter de sauvegarder dans les jours qui viennent. Voilà pour les mots, mais quels sont les objectifs réels visés par la Maison-Blanche? Mathieu Mabin, vous qui êtes à Washington pour France 24. La justification diplomatique de la présence de Joe Biden à Jérusalem est bien de témoigner son soutien au peuple israélien et au gouvernement d'union, évidemment. Mais je dirais que dès le 7 octobre, ce soutien était acquis. Et donc, si on veut regarder derrière le rideau, on remarquera que peu avant d'atterrir à Tel Aviv, Air Force One, l'avion présidentiel, survolera la 6e flotte de la marine des États-Unis, c'est-à-dire le plus puissant groupe aéronaval de la planète. Une force militaire dont la couverture radar englobe notamment l'Iran, désormais à portée de tir de la marine américaine. On l'aura compris, la principale angoisse de la diplomatie américaine, peut-être plus encore
que pour Israël, c'est que Téhéran mette ses menaces d'intervention à exécution. Pour cela, il faut donc dissuader. Et le Pentagone y travaille en dévoilant chaque jour un pion supplémentaire, vous l'avez rappelé à l'instant, sur l'échiquier de la Méditerranée orientale. Chacun des soubresauts de la frontière nord avec le Liban, par exemple, est scruté dans ses moindres détails, ici à Washington, au Pentagone. Et il est étonnant de voir comment la communication du Pentagone, justement, et l'annonce d'envoi de nouveaux moyens militaires est calquée sur les mouvements du Hezbollah libanais, par exemple, que ce soit au nord de la ligne bleue ou lors des incursions en territoire israélien. Je précise que cette capacité à dissuader l'Iran de prendre des initiatives malheureuses aura aussi un effet sur les leaders. Sophia Amara, c'était, vous l'avez entendu, hein, Mathieu Mabin à Washington, message adressé à l'Iran et son allié libanais, le Hezbollah. C'est cela qu'ont voulu dire les Américains, à la fois par cette présence de Joe Biden et puis ces 2000 soldats placés en état d'alerte. Tout à fait. Comme l'expliquait Mathieu, la hantise des Américains, c'est une déflagration au niveau régional, peut-être plus encore qu'Israël. Alors que, on se rappelle, après le 11 septembre, les États-Unis ont frappé l'Irak, alors que il n'y avait pas de preuve d'une implication de lien avec Al-Qaïda. Demandaient que Washington frappe l'Arabie saoudite, parce que c'était des Saoudiens. Ils n'ont pas pu frapper l'Arabie, ils ont frappé l'Irak. Là, aujourd'hui, il y a des voix qui s'élèvent pour dire « mais frappez l'Iran ». L'Iran, c'est la pieuvre, c'est l'origine du mal, c'est de là que tout part. Sauf que les Américains, qui se sont complètement désengagés de la région depuis 2011, leur retrait d'Irak, ils sont revenus évidemment pour éradiquer Daesh, c'était normal, mais ça a été très rapide, ils ont gardé quelques hommes dans la région. Aujourd'hui, ils n'ont pas envie, même quand ils ont dû éliminer Soleimani, qui était l'homme fort, le ministre de la Défense de l'ombre de Téhéran, eh bien, ils l'ont fait avec un drone à Bagdad et ils se sont retirés. Aujourd'hui, la situation a changé et ils craignent une déflagration parce que là, ça serait un conflit qui aurait même des dimensions internationales. Et c'est ça que veut éviter Washington. Dans ce contexte, si l'on vous comprend, Joe Biden, est-ce qu'il vient soutenir Israël ou au contraire retenir la main de Netanyahou pour précisément éviter, Antoine Mariotti, cette extension du conflit peut-être au sud Liban et à terme à l'Iran? Il y a sans doute des deux, c'est certain. Il vient en tout cas apporter une dissuasion importante pour tout ce que disait Sophia, c'est-à-dire pour dissuader l'Iran et notamment le Hezbollah libanais, donc au nord d'Israël, de toute intervention, de vouloir en profiter. S'il y avait quelque chose de foncièrement calculé, on peut subodorer que le Hezbollah serait intervenu au moment même où il y a eu ces attaques surprises sur Israël qui ont pris tout le monde par surprise, à commencer par les renseignements et l'armée israélienne, parce que c'était le moment ou jamais d'y aller et de faire de vrais dégâts s'ils le souhaitaient. Donc on voit bien que ce n'est pas la volonté première. Maintenant, dans ce genre de situation, on sait très bien qu'il suffit d'un pas, d'un peu trop loin, d'un côté ou de l'autre, pour que ça puisse envenimer rapidement. Donc il y a véritablement une dissuasion, parce que si en effet ça devient régional, alors ça peut aller dans tous les sens. Et ça peut être aussi vers des alliés d'Israël ou des États-Unis. Les Houthis au Yémen peuvent très bien s'en prendre à l'Arabie Saoudite comme ils l'ont déjà fait. Il peut très bien y avoir des ambassades américaines ou israéliennes touchées dans la région. On peut tout imaginer, si vous voulez. Mais pour l'instant, la volonté de base de l'Iran ne semble pas de vouloir être dans un grand conflit. Mais Joe Biden veut s'en assurer, d'où le déploiement, comme le disait Mathieu, c'est pas simplement un porte-avions, c'est toute une flotte aéronavale autour, plus un deuxième, parce qu'un porte-avions ne se déplace jamais seul, un porte-avions, et les 2000 hommes, c'est pareil, c'est pour dire on est prêt à intervenir en 2 secondes s'il le faut. Mais a priori, et ce ne sera pas juste une précision, les Américains ne sont pas là pour intervenir dans la bande de Gaza. Jamais. Ils ne mettront, John Kirby, le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, l'a redit aujourd'hui, on ne mettra pas un Américain sur le sol israélien. Ce n'est pas la question. Les Israéliens n'en ont pas besoin et pour eux, ce serait un coup terrible de se dire on a besoin des Américains pour aller frapper le Hamas. D'ailleurs. Les Israéliens vont permettre l'entrée de l'aide humanitaire à Gaza, comme on l'entend ici et là, où ce n'est pas non plus leur rôle, Sophia Amara. Sur le principe, ils l'ont accepté, alors qu'au début, ils étaient contre. Et ils ont dit on va les affamer
C'était une approche un peu à la... on avait l'impression qu'on était à Stalingrad ou à Leningrad, le siège de Leningrad, où les nazis ont affamé les Russes ou les soviétiques. Ou Homs, en Syrie, plus récemment d'ailleurs. En Syrie, où les habitants finissaient par manger de l'herbe. De l'herbe, ou le camp de réfugiés à Damas, le camp de réfugiés de Yarmouk, où les gens ont mangé de l'herbe. Réfugiés palestiniens. Et exactement, des réfugiés palestiniens d'ailleurs. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, Israël a accepté ce principe-là, c'est l'Égypte qui bloque. Au terminal de Rafah. Au terminal de Rafah qui est fermé, qui a certes été bombardé une fois ou deux, mais pour quelle raison l'Égypte bloque-t-elle aujourd'hui ? Parce qu'elle a peur qu'il y ait un débordement dans l'autre sens, que les réfugiés palestiniens, lorsqu'on ouvrirait les portes pour laisser rentrer l'aide humanitaire, et bien que les réfugiés dans l'autre sens sortent. Or, l'Égypte ne veut pas de Palestiniens. L'Égypte ne veut pas de Palestiniens dans le Sinaï. Mais ils vont en discuter avec Biden à Amman après-demain. Le président Biden sera demain à Jérusalem. Après-demain, il se réunit avec le souverain hachémite jordanien, le roi Abdallah II de Jordanie, et avec le président Sisi égyptien, avec le chef de l'autorité palestinienne également. Et ces aspects-là seront évoqués. Alors on évoquait, donc voilà pour la question effectivement de l'aide humanitaire et de Gaza, on évoquait le rôle de l'Iran. L'armée israélienne annonce avoir tué 5 assaillants lors d'une tentative d'infiltration à sa frontière nord. Dans cette zone, les violences se multiplient depuis l'attentat du Hamas le 7 octobre. Ethan Haji. Les heurts à la frontière entre Israël et le Liban se sont intensifiés ces derniers jours. La principale crainte, un débordement du conflit entre Tsahal et le Hezbollah. Ces combattants ont diffusé une vidéo montrant un missile lancé sur un char israélien. Et la riposte de l'armée israélienne est implacable. Une série de frappes sur plusieurs zones à la frontière. Ces images livrées par Tsahal montreraient des tirs d'artillerie visant 4 combattants du Hezbollah. Ils tentaient, selon l'armée israélienne, de placer des explosifs au niveau de la barrière de sécurité. Un ordre d'évacuation a été déclenché dans 28 localités, tout comme du côté libanais où des civils prennent la fuite. Il y a des missiles israéliens qui arrivent de partout sur la ville. Les forces des Nations Unies ne nous ont pas apporté de soutien d'urgence. On a pourtant demandé une aide médicale, notamment pour évacuer les civils d'ici. Il y a des gens qui sont venus aider malgré la fumée qui les étouffait. Depuis le 7 octobre et le début de la guerre entre Israël et le Hamas, les heurts s'étaient jusqu'ici concentrés dans des localités à la frontière. Mais les Israéliens craignent désormais que le Hezbollah libanais et d'autres groupes soutenus par l'Iran dans la région apportent leur soutien au Hamas. Pour Téhéran, qui a averti lundi d'une possible action préventive contre Israël, les chancelleries occidentales appliquent la diplomatie du 2 poids, 2 mesures. Nous avons répondu aux Américains que nous ne cherchions pas à étendre la guerre. Mais la retenue ne peut pas s'appliquer qu'à un seul camp. On ne peut pas exiger au Hezbollah libanais de se contenir, tout en laissant la liberté à Netanyahou de commettre tous ces crimes contre des civils. Israël, de son côté, avertit, si le Hezbollah ouvre un nouveau front, c'est tout le Liban qui en subira les conséquences. Le guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei, a nouveau menacé Israël en cas d'offensive terrestre sur Gaza. L'Iran vous semble prête à agir, Sophia Amara ? L'Iran, aujourd'hui, a annoncé, pour une deuxième fois, via Abdallahian, qui est son ministre des Affaires étrangères, qu'on ne pourrait pas retenir le Hezbollah, comme si le Hezbollah était indépendant et ne recevait pas ces ordres de Téhéran. En réalité, la condition, c'est de dire, écoutez, s'il y a une offensive terrestre et qu'il y a des massacres, on ne pourra pas retenir le Hezbollah, comme si le Téhéran était complètement en dehors de tout cela, et c'est absolument faux. Aujourd'hui, la vérité, c'est que Téhéran, bien sûr, joue avec le feu, et Téhéran a besoin d'un échappatoire avec la situation difficile que l'Iran connaît entre les manifestations, le mouvement de protestation, les sanctions, la situation économique et son envie de peser avec sa capacité de nuisance pour obtenir le nucléaire. Et le Hezbollah libanais pro-iranien est son instrument le plus sûr, le plus fiable et le plus redoutable. Sauf que le Hezbollah n'a pas envie d'entrer en guerre. Le Hezbollah ne peut pas entrer en guerre. Il est tout seul, il est isolé au Liban, il est tenu pour responsable de l'effondrement du Liban.
Et aujourd'hui, le Hezbollah n'a pas envie d'entrer en guerre. Et la preuve la plus frappante, c'est que Nasrallah, qui est un grand tribun, le chef du Hezbollah libanais, qui est un grand tribun et qui prend la parole pour un oui ou un non, aujourd'hui, à ce jour, depuis le 7 octobre, premier jour de l'offensive du Hamas, il ne s'est pas encore exprimé. Donc il est dans une situation très critique. Il est dans une situation très critique. Il s'est toujours posé comme le défenseur de la cause palestinienne et de la lutte contre Israël. Aujourd'hui, il est encore silencieux. Ça fait 10 jours. Le Hezbollah, non pas va en guerre, mais plutôt gêné presque par la situation, avec derrière l'Iran qui pousserait au contraire, peut-être pas un conflit, mais en tout cas à des escarmouches, comme on a pu l'observer d'ailleurs au nord d'Israël. Que cherche à obtenir l'Iran de cette situation, Antoine Mariotti? On s'interroge sur les gains éventuels que pourrait escompter Téhéran au terme de la séquence que nous vivons actuellement. Et l'illustration, et ça répond en même temps à la question, de ce que disait Sophia à l'instant, c'est qu'en effet, on parle d'escarmouches. Alors, il y a quand même des morts, donc c'est pas non plus anodin, mais c'est à un très petit niveau ce qui se passe en ce moment à la frontière entre le Liban et Israël. Vous avez de temps en temps une tentative d'incursion. Parenthèse, la toute première a été faite par le djihad islamique palestinien et pas par le Hezbollah. Il y en a eu 2-3 autres. Il y a quelques tirs et les Israéliens ripostent. Mais vous voyez, ça ne part pas dans une guerre comme on a pu le connaître en 2006. Cela dit, pour les Iraniens, il y a une différence déjà entre le Hamas et le Hezbollah. Le Hezbollah étant une créature de l'Iran complètement... C'est une véritable armée avec des moyens nettement plus importants. Un niveau largement et bien plus sophistiqué que le Hamas, qui dépend bien plus de l'Iran que ne dépend le Hamas. Le Hamas n'a pas besoin de Téhéran pour faire ce qu'il veut, alors que le Hezbollah, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ce sont déjà deux choses différentes. Pour autant, les Iraniens voient le Hamas et le Hezbollah comme des atouts dans la région pour être des épines dans le pied d'Israël. Et si le Hamas se fait en grande partie détruire par ce qui se passe là, et que c'est la même chose pour le Hezbollah, il va plus y avoir grand monde pour venir embêter Israël aux yeux de l'Iran. Et ça, c'est pas forcément à leur avantage de déclencher des guerres avec ces deux principaux alliés proxy, dans la région. C'est proxy, c'est supplétif, c'est intermédiaire, on appelle ça comme on veut. Oui. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'est bien de le souligner parce qu'il faut quand même se le rappeler, le Hamas a son propre agenda. Le Hamas, s'il a été financé par l'Iran, aujourd'hui, c'est le Qatar qui a pris la relève. Oui, il y a un coparrainage Qatar-Iran. Oui, c'est le Qatar qui a pris la relève avec la bénédiction de Netanyahou pour évidemment discréditer l'autorité palestinienne accusée de corruption, comme on le sait, mais qui était modérée. C'est vraiment nationaliste avec une... Exactement. Il n'a jamais voulu aller ailleurs. Oui, c'est le fameux cash for calm. Pas comme le Hezbollah aller en Syrie, par exemple. Tout à fait. On paye, on laisse le Qatar payer, oui. Il nous soulage de cette responsabilité, oui. Et en même temps, on garde le calme. Et le Hamas a été quand même terriblement malin, parce que les derniers affrontements qu'il y a eu entre Israël et des islamistes de Gaza, c'était le djihad islamiste. Et le Hamas est resté de côté, a presque joué l'arbitre. On s'est dit, mais c'est quand même incroyable. Et en fait, c'est parce qu'il laissait croire Israël que tout allait bien, que les Palestiniens arrivaient à travailler, et ils se préparaient, parce que c'est un coup qui n'a pas été préparé ni en 2 semaines, ni en 2 mois. À l'attentat du 7 octobre. Et alors justement, selon une enquête de Reuters, de nos confrères de Reuters, la planification de Mohamed Daïf, chef des brigades Ezzedine Al-Qassam, c'est-à-dire la branche militaire du Hamas, aurait décidé de mener cette opération, de commencer à la planifier en mai 2021, qui est la dernière grande guerre entre le Hamas et Israël. Tout à fait. La France aussi, elle est concernée. Le bilan des victimes françaises s'élève à 21 morts et puis 11 personnes sont portées disparues. Parmi elles, Mia Shem, cette franco-israélienne dont le Hamas a diffusé des images hier dans une vidéo diffusée sur le réseau Telegram. Manifestement un blessé au bras. Emmanuel Macron évoque des discussions intenses pour obtenir la libération des otages français. Écoutez. Je veux ici me montrer très prudent. Vous comprendrez que je n'en dise pas davantage pour... D'abord, ne pas créer des attentes qui seraient déçues et surtout pas, pour ne pas mettre en péril les discussions intenses que nous sommes en train de conduire. Mais elles avancent, nous sommes heure par heure au suivi de ces discussions et je veux dire en tout cas à la famille de Mia Shem et à toutes les familles que nous faisons absolument tout ce qui est en notre pouvoir pour obtenir sa libération comme celle des autres otages. Sophia Amara, la France partie prenante d'abord parce qu'elle a des victimes dans le conflit et qu'elle a, à l'heure où nous parlons, des otages aux mains du Hamas et en même temps le risque d'importation du conflit, puisqu'on le voit notamment sur les réseaux sociaux et au sein même de la classe politique. Il n'y a pas une union sacrée autour du sort de ces otages, de ces victimes et donc aujourd'hui
d'Israël, puisque c'est de ce côté que se trouvent les victimes françaises. Bien sûr, 11 personnes, 11 otages qui sont aux mains soit du djihad, soit du Hamas, mais majoritairement du Hamas, et un risque d'importation ou d'exportation de la question. On a vu d'ailleurs avec ces attentats à Bruxelles contre 2 Suédois et l'assassinat odieux dont a été victime Bernard, le professeur de français ici à Arras. Oui, exactement, et qui arrive dans ce contexte extrêmement explosif et qui, à mon avis, ont d'une certaine manière, en tout cas, ont encouragé ou ont été l'élément qui ont provoqué la déflagration. Donc évidemment, pour la France, c'est très très sensible. Même si aspect étonnant, on a affaire aussi bien en Belgique qu'en France à 2 individus qui se réclament du groupe État islamique, qui n'est pas connu pour être précisément l'allié du Hamas, bien au contraire, Antoine Mariotti. Non, pas spécialement, non. Même s'ils disent tous qu'ils veulent Jérusalem, etc., bon, c'était quand même pas la même priorité pour l'organisation État islamique. D'ailleurs, organisation État islamique dont on n'arrête pas de parler côté israélien, où désormais même dans les communiqués officiels, le gouvernement vous dit, eh bien, c'était une attaque du Hamas-Daesh. Vous voyez, c'est oublié que ces 2 organisations étaient en guerre l'une contre l'autre. Tout en disant d'ailleurs qu'ils vont exterminer le Hamas et le détruire définitivement, comme on a détruit définitivement Daesh, c'est quand même oublié que Daesh n'a absolument pas été détruite définitivement. Le califat... Point que certains s'en réclament toujours pour commettre des crimes ici même, en Europe, en France et en Belgique. Tout ça pour dire qu'il y a toujours des choses comme ça sur lesquelles des gens soient un peu détraqués, pardonnez-moi l'expression, soit déjà radicalisés, s'appuient pour pouvoir... Ça devient presque une excuse pour le passage à l'acte, finalement. Merci, Sophia Amara. Antoine Mariotti, on va plus loin, c'est terminé. On se retrouve, nous, dans 4 minutes pour un nouveau journal dans Paris Direct. Restez avec nous.